Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un homme d'affaires qui a une carrière exceptionnelle. Je viens de finir son livre, ça s'appelle « Le bâtisseur visionnaire ». Et Ray Junior Courtemanche nous dévoile ce qu'il a fait à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Il était homme d'affaires à 5 ans, c'est pas compliqué. Et vous le connaissez peut-être parce que si vous regardez Occupation Double, c'est lui qui donne le prix, le condo, et il fait visiter le condo à ceux qui ont gagné. Donc, on lui a vu la binette un peu à la télévision. Et ce soir, vous allez découvrir quelqu'un qui a de la substance, tout un vécu. Salut Ray. Salut, ça va bien, Denis? Très bien. Hey, écoute, tu donnes des condos à Occupation Double, c'est quand même un gros cadeau, là. Bien, dans le fond, l'important, c'est d'avoir beaucoup de visibilité. Fait qu'on utilise la télévision pour aller chercher du momentum puis se faire connaître autant sur les réseaux sociaux qu'à la télévision. Puis ça fait parler de nous, fait que c'est important. Puis on comprend tout de suite que tu as saisi ça jeune, là, tu as fait une réputation. Quand je dis que tu as commencé jeune, tu as commencé vraiment très jeune, là. Exactement. Raconte-nous comment ça a commencé, parce que ton père s'est retrouvé un peu tout seul. Ta mère puis ta belle-mère ont eu des problèmes d'alcool, je pense. Exactement, là, ça ne fonctionnait pas. Tu n'étais pas dans le portrait. Là. Non, vraiment pas. Puis là, ben, j'ai été élevé par mon père, pas loin d'ici, dans le fond, au coin de Fleury-Saint-Laurent, dans une station de service. Puis, c'était la clientèle qui prenait soin de moi parce que j'étais tout le temps dans l'office, j'étais tout jeune. Puis là, j'ai appris rapidement qu'avec la communication, puis échanger avec les gens, bien, ça faisait que les gens, tu deviens attachant. Puis là, j'ai commencé à être pompiste. Puis quand j'allais servir les gens aux pompes, mais les gens, ils trouvaient ça drôle parce qu'ils voyaient un petit garçon de 5-6 ans arriver avec son kit de BP, puis... J'avais des vêtements qu'on avait rapetissés, dans le fond, avec les mêmes couleurs que les gens qui travaillaient au garage. Puis là, bien, les gens me donnaient, mettons, 25 sous de pourboire. Puis là, j'ai appris que plus que je donnais du service, plus j'étais à l'écoute des gens. Bien, les gens, ça leur faisait plaisir. Puis là, bien, je les écoutais. Puis là, j'ai appris à faire de plus en plus de communication. Puis les gens, vu qu'ils s'attachaient à moi, quand ils arrivaient au garage, ils voulaient absolument que ça soit moi qui allait aux pompes les servir. Puis là, j'ai appris qu'il fallait que je trouve des stratégies pour aller chercher plus de pourboire. Et là, t'es flou, là. Tu dis, je vais inventer. Puis ton père n'a pas d'affaires trop. Il a le garage, mais c'est toi qui a la bosse des affaires. Exact. Puis tu prouves que ça marche. Parle-nous de ton premier plan, là. Bien, dans le fond, c'est que quand je mettais le gun à essence dans la voiture, dans le temps, on pouvait barrer, puis ça continuait à couler dans la voiture. Fait que je demandais aux gens s'ils voulaient que je nettoie leur pare-brise. Fait que là, je nettoyais leur pare-brise, mais j'étais tout petit. Fait que je prenais une caisse de lait, je la mettais à côté de la carrosserie de la voiture, je montais sa caisse de lait. Là, à bout de bras, je lavais les fenêtres des voitures. Fait que là, au lieu d'avoir 25 sous, je réussissais à avoir un 50 sous. Puis là, à force de faire ça, je prenais de la vitesse. Puis là, je voyais que je recevais encore plus de pourboire. Puis là, je me suis dit, il faut que je trouve des idées pour aller chercher encore plus de pourboire. Puis plus j'étais gentil, plus je donnais du service, plus j'avais des beaux pourboires. Fait que là, j'ai commencé à offrir aux gens qui arrivaient aux pompes, mettre l'essence. Je l'avais vite, mais là, je prenais de la vitesse. Fait que là, je leur disais, avez-vous vérifié votre huile récemment? Fait que là, la madame ou le monsieur me disait non. Fait que là, il ouvrait le haut de la voiture. Fait que là, encore une fois, Mais là, tu étais le petit cul, là, encore. Là, encore le petit cul de 6-7 ans. Fait que là, je prends la caisse de lait, je la mets encore de l'autre côté. Je sors le stick, ça a vérifié l'huile, je l'essuie, je le rentre. Bon, mais votre huile est parfaite, fait que tout est correct. Fait que cette fois-ci, ça ne vous prend pas d'huile. Mais à votre prochaine visite, on revérifiera, puis on verra si vous avez besoin d'huile. Mais les gens... Ils étaient contents parce que je leur donnais de l'attention. Fait que je recevais 75 sous de pourboire. Puis là, je voulais encore essayer d'aller chercher un peu plus. Fait que je donnais un coup de pied sur le pneu de la voiture. Puis là, je disais au monsieur ou à la madame, il faudrait peut-être vérifier les pneus, voir si votre air est bonne dans les pneus. Parce que les gens, ils ne portaient pas attention à ces choses-là. Fait que je vérifiais l'huile, je l'avais vite, je mettais l'essence. Puis là, je leur disais, on va aller au coin du garage. Puis on va aller vérifier vos 4 pneus. Fait que là, les gens étaient contents, me donnaient $1. Mais là, je parle de ça, c'était en 1977. Puis les gens gagnaient en moyenne
2 oui. 50 Puis là, ton père est flabbergasté là, quand il voit tes économies. Il a dit, coudonc, tu t'as pris ça, toi, là. Ben là, c'était encore plus drôle que ça parce qu'à côté du garage, il y avait un casse-croûte, hot dog, patates frites, coke pour, mettons, 50 sous. Puis là, ben moi, mon trip, c'était de gagner des pourboires puis d'aller m'acheter un bon lunch avec des bons hot dogs. Puis là, après ça, ben c'était d'aller s'acheter des bonbons. Puis dans ce temps-là, il y avait des géants comptoirs avec les bonbons à scène. Fait que j'étais comme la mascotte du dépanneur. Puis j'achetais plein de bonbons. Puis là, j'en donnais à mes amis. Puis je me créais des bonnes relations de cette façon-là. Fait que ça m'a appris à développer un côté humain que ça s'est fait naturellement. Parce que le fait que je donnais du service, puis du bon service, puis j'étais gentil avec les gens, je les regardais dans les yeux, j'étais souriant, je leur amenais de la bonne humeur, puis les gens me récompensaient. Fait que tout de suite, ça m'a développé indirectement dans ma conscience le service à la clientèle sans m'en rendre compte. Ça, c'est le service, mais il fallait faire preuve d'imagination. Tu es allé au stock car parce que ton père était là-dedans, les courses de taux, puis... Et là, tu as remarqué encore, quand on dit, tu as quel âge là, au stock car? Là? Au stock car, j'avais la même âge, 7-8 ans. Maintenant. Là, tu as 7-8 ans, puis tu dis, comment on fait de l'argent avec ça? Là? Puis tu as réussi à en faire. Là. Oui, bien dans le fond, rendu aux courses, parce que justement, mon père était mécanicien, fait qu'il prenait des voitures qui étaient un peu délabrées où le moteur de la voiture était défectueux. Fait que là, les gens laissaient la voiture pour un bon prix, vraiment pas cher. Puis là, il montait le moteur, il vidait la voiture, puis il faisait une cage, des roll bars qu'il appelle. Puis là, il allait courser, mais il était vraiment très talentueux, puis aussi en mécanique. Fait que ses voitures, vu qu'il en prenait soin, il ne brisait pas. Fait qu'il réussissait à terminer les courses, mais en plus des gagner. Fait que là, il était populaire. Puis là, moi aussi, je voulais faire de la course, mais il n'y avait pas les moyens de me payer du karting, puis de l'essence, puis des pneus. Fait que là, la seule façon pour que je puisse profiter de cette passion-là, mais c'était de vendre des T-shirts à l'effigie de la voiture de course. Puis, vu que le garage était au coin de Fleury-Saint-Laurent, on avait des clients qui étaient dans le coin de Chabanel. Dans le temps, ils appelaient ça de la guenille. Puis là, le monsieur qui faisait des T-shirts, mais il nous faisait des T-shirts imprimés avec la voiture en avant, son nom avec son numéro. Puis là, bien, toi, tu vendais ça à la foule. Ces T-shirts-là à la foule, exactement. Et ton père était dubitatif au début, puis à un moment donné, il voit, coudonc, puis tu organises tout ça, c'est toi qui... Ben, avec son aide pour payer tes shirts pour démarrer. Mais tu vas les vendre, c'est toi qui les vends, là, tandis que lui, il est dans la voiture, puis il fait de la course. Mais tout ça a parti, dans le fond, quand j'étais dans l'office, puis j'ai commencé à être pompiste, puis j'ai développer naturellement le côté du service à la clientèle. Mais c'est ça qui est fort dans ton parcours, c'est que tu allumes jeune, et tu arrives à lancer ton entreprise. Tu es allé dans le gazon, la tonte de gazon, le lavoto, ce genre d'affaires-là. Puis tu as quel âge à ce moment-là? Bien, dans le fond, le gazon, j'ai 14 ans. OK. Puis, dans le fond, quand j'étais au primaire, j'avais pas des beaux vêtements. Puis, vu que j'étais tout le temps au garage, j'avais les bouts des doigts, même je me lavais, ils étaient crottés. Puis là, ben, les jeunes, ils riaient de moi parce qu'ils trouvaient que je n'étais pas propre, mais dans le fond, c'était la peau qui venait sale à cause de la graisse. Puis quand on prend le gun, c'est pas tout le temps propre. Fait que j'avais vécu de l'intimidation à l'école où je mangeais des volets par les SMAT, qu'eux, il y avait des parents avec des sous, puis eux, ils se pensent tough. Fait que là, j'étais larisé, admettons, du primaire. Puis quand je suis arrivé au secondaire, bien, les gars étaient encore plus costauds puis encore plus baveux. Fait que ça ne me tentait pas de manger des plus grosses volées. Fait que finalement, j'ai arrêté d'aller au secondaire puis j'offrais à mes voisins en entour de la maison où on habitait de tondre leur pelouse. Fait que ça a été le même principe que quand j'étais pompiste. Plus que je cognais à de porte, plus que j'avais la chance d'avoir des nouveaux clients. Mais je ne voulais pas cogner encore à 50 portes pour avoir un client parce qu'il fallait que je sollicite énormément de gens pour avoir un client. Fait que ma stratégie, ça a été de bien servir ce client-là puis de over-deliver. Fait que si le client... Et dire à son voisin. Exactement, mais qui me garde aussi. Ouais. Parce que je me disais, je suis mieux de donner du temps supplémentaire sans être rémunéré à ce client-là, qui soit extrêmement satisfait,
que de perdre mon temps à cogner encore à 50. Mais là, tu cognais plus. Ça a tellement marché ton affaire que tu as des employés. Exactement. 18, 19 ans, tu t'engages du monde pour là, faire le gazon, pour nettoyer les autos. Je prenais des jeunes, dans le fond, qui allaient au secondaire, puis ils foxaient leur cours, puis ils allaient jouer au restaurant de hot dog patates frites. Il devait t'aimer, le propriétaire des hot dogs. Ah ouais, dans les machines, mettons, Donkey Kong, Pac-Man. Mais là, j'ai remarqué que ces jeunes-là ne travaillaient pas, fait que j'ai essayé de comprendre où est-ce qu'ils prenaient leur argent pour pouvoir dépenser autant. Puis là, bien, les gars, ils se vantaient de ça. Ils volaient les sous à leurs parents dans des potes de change où ils quêtaient leurs parents pour avoir des sous. Fait que j'ai pris ces jeunes-là, puis je les ai emmenés travailler avec moi. Puis ce que je faisais, c'est que je gardais une somme d'argent pour payer les tondeuses et l'essence, puis la corde pour les tailles bordures. Puis le surplus, mais là, je le gardais 50 à moi, puis l'autre 50 je le partageais avec le nombre de gars qui venaient m'aider. Puis plus j'avais de monde, plus je réussissais à faire de contrats dans la journée. Fait que là, mais il faisait de l'argent honnêtement, puis il arrêtait de voler. Aller à l'école, toi, tu n'y allais pas quand même. Tu as arrêté à l'école jeune. Et à 20 ans, tu es millionnaire. Oui. Aïe, aïe. Avec le lavage d'auto, la tonte. J'avais la tonte, paysagement, lavage de voiture. Puis à 21 ans, j'avais tellement pris d'expansion que là, les gens où ce que j'habitais chez mon père, mais ils se plaignaient de tous les camions qui étaient stationnés dans la rue, les pépines, ça faisait du bruit parce qu'on commençait le matin à 6 heures. Fait que je réveillais tout le quartier où on habitait. Puis là, mais à 21 ans, en 91, j'ai acheté un terrain au coin de Petite-Côte, Corbusier, à Laval, puis j'ai ouvert le centre jardin Bonsaï. Mais là, tu as compris, tout de suite, tu achètes ton affaire, ton terrain, là, tu comprends les vertus de l'investissement dans une patente, dans de l'immobilier. Exactement. Parce que Bonsaï, tu l'as encore? C'est encore à toi? Bien là, c'est encore à moi, mais on ne fait plus le service de tonte de pelouse et de paysagement. Okay. Mais j'ai utilisé ce nom-là, puis j'ai bâti une super image puis une marque de commerce de confiance avec le Bonsaï. C'était quel âge là, à ce moment-là? Là, j'ai 2005, fait que j'avais 35 ans. OK. Donc, ça à partir de 20 à 35 ans, tu es pas mal là-dedans, mais tu comprends qu'il y a moyen d'acheter du terrain et de faire du développement. Mais tu es allé à l'encontre de la logique habituellement. Tu sais, ça te prend du financement des banques, puis là, les banques te prêtent de l'argent, tu achètes ton terrain, puis bon. D'abord, tu étais peut-être un peu jeune, c'était difficile de vendre l'idée aux banques, mais tu as réussi à te débrouiller quand même pour acheter des terrains puis développer justement de l'immobilier. Comment tu as fait? Bien, ma stratégie, dans le fond, quand j'ai acheté mon premier terrain à l'âge de 21 ans, c'est que c'était un terrain de 750 000 $. Finalement, je l'ai acheté pour 675 à 21 ans. Fait que là, on parle de ça en 1991. Fait que c'est vraiment... cette somme-là, aujourd'hui, représente peut-être 3 millions. Fait que c'est vraiment très difficile d'avoir du financement. Fait que là, je suis allé à la Caisse des Jardins pour avoir une hypothèque. Fait que là, ils ne voulaient pas me financer, ils voulaient plus de mise de fonds. Fait que moi, j'avais 50 000 de côté. Mon père, il a hypothéqué sa maison pour avoir une marge de crédit. Il m'a prêté 50 000. Fait que j'avais 100 000 de mise de fonds, mais Desjardins n'acceptait pas parce qu'ils trouvaient que je ne me mettais pas assez à risque pour m'accepter ce financement-là. Puis le propriétaire du terrain, il avait entendu parler de moi dans le passé, comme quoi j'étais travaillant, mais il ne me l'avait pas dit. Fait que là, il a dit au banquier qui m'avait référé comme quoi qu'il me ferait une balance de vente. Fait qu'il m'a fait une balance de vente de 100 000 $, fait que ça faisait en total 200 000 $, puis il me l'a fait sans intérêt, puis il ne m'a même pas fait de document à un point qu'il avait confiance en moi, puis je ne connaissais pas c'était quoi une balance de vente. Fait que là, bien, il a fallu que le monsieur me l'explique et le banquier. Mais une balance de vente, c'est que le propriétaire te vend, puis il reste en balance sur une valeur monétaire. Exactement. Fait que ça crée une confiance au banquier. Il t'a donné cet avantage-là à cause de ta réputation, parce que c'est ça l'essentiel de ton livre, l'essentiel de ta carrière.
c'est que tu dis, il faut travailler fort, il faut se faire une réputation, on donne du service. Là, les gens le savent. Parce que lui, tu le connaissais même pas, mais lui, il savait. Exactement. Ce que tu avais fait comme Flo, la réputation que tu avais dans ton coin, là. Puis là, il te laisse aller avec ce terrain-là. Oui, puis aucun document enregistré au notaire, rien, juste par la confiance. Puis 2 ans plus tard, mais je lui ai remboursé la somme de 100 000 puis il ne m'a même pas chargé d'intérêt. Fait qu'il a voulu vraiment, à cause de la confiance qu'il avait en moi, de me donner un coup de main. Est-ce que tu dis, c'est parce que je suis chanceux, tu sais, du monde qui nous regarde, on dit, hey, le gars, il avait la chance aux fesses, c'est pour ça qu'il l'a eu, ou c'est parce que tu calcules que c'est un investissement antérieur qui t'a payé? Bien, moi, je crois plus que le monsieur, c'était un entrepreneur aguerri dans la région de Laval, puis il avait entendu parler de moi par l'entremise d'autres connaissances ou par lui-même. Puis il se retrouvait en moi, dans le fond, comme un jeune travaillant. Puis il s'est dit, bien, je vais lui donner un coup de main. Puis sûrement, sur le terrain qu'il m'a vendu, il faisait un bon gain. Fait que ça faisait partie de sa marge de l'argent aussi, en plus. Exactement. Alors là, tu es jeune, puis tu allumes sur le placement, ce que ça peut être que de développer, mais tu n'arrêtes pas. Tu fais tout ça. C'est ça, être un entrepreneur. Tu te lances dans 36 000 business. Entre autres, il y a une business de party. Là, ça marche comment? Exactement. Ça, c'est en 1998, la première année que j'ai fait le premier événement. Puis je faisais des festivals de musique électronique. J'essayais de trouver des endroits qui étaient vraiment hors du commun. Fait que mon événement dans la région de Québec était en Beauce. C'était au sommet d'une montagne, dans un bunker de l'OTAN, qui avait des immenses bulles sur le toit des bunkers. Puis c'était des radars qu'il y avait à l'intérieur. Puis les bunkers, ils se communiquaient de un à l'autre pour transmettre l'information s'il y avait des attaques aériennes. Puis là, ben, l'événement durait pendant 3 jours de temps. Ça commençait le vendredi, puis ça terminait le... C'est le gros party, musique techno, que tu faisais-tu de l'argent pour la peine? Au début, j'étais en déficit. À un moment donné, j'ai commencé à faire des gains, fait que ça couvrait les pertes que j'avais faites sur les premiers événements. Puis après 7 ans, mais la mode a assez atténué. Puis là, il y avait T'as arrêté parce que ton argent était fait, dans le fond. Même pas. Au bout de la ligne, j'ai pas fait d'argent au début. J'en ai fait dans le milieu qui a épongé les pertes du départ. Puis à la fin, vu qu'il y avait un déclin, mais je commençais à reperdre de l'argent. Fait que j'ai fini avec un nul. Mais ce que ça m'a emmené, c'est que j'ai fait des immenses festivals de 15-20 000 personnes en travers le Québec. Puis ça m'a fait connaître énormément dans les médias, à la télé, dans les journaux. Puis les réseaux sociaux ont commencé à... Et tu avais lu à quelque part, je pense dans le National Geographic, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les entreprises qui avaient fait de la publicité sont celles qui ont survécu le mieux à la guerre. Exactement. Et qui ont pris de l'expansion après la guerre. Exactement. Toi, tu avais allumé là-dessus. La pub, là-dessus. Moi, j'avais catché que la publicité était énormément importante. Puis la preuve, c'est que même quand je tondais la pelouse, mes flyers, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas de réseaux sociaux, fait que pour aller chercher de la clientèle, c'était du porte-à-porte avec des dépliants. Fait que je prenais des feuilles 8,5 par 11, pliées en 3 en accordéon. Puis ma marque, c'était Bonsaï. Puis l'été, j'utilisais des flamants roses. Fait que mes personnages, les gens se rappelaient de moi, c'était des flamants roses qui faisaient du jardinage. Et l'hiver, c'était des pingouins. Fait que l'hiver, je faisais encore des flyers. C'était des pingouins qui faisaient du déneigement. Puis là, ben, les gens, ça les accrochait. Mais tu étais constamment là-dedans dans la publicité. C'est-tu pour ça que tu te lances à un moment donné dans l'auto haut de gamme, là, tu sais, les McLaren? Là, la voiture haut de gamme, c'était ma passion de l'automobile. Puis j'ai vu que l'argent était au pair. Puis là, je réussissais à acheter des autos aux États-Unis à cause de l'argent qui était au pair. J'ai rentré ici au Canada, puis là, je réussissais à les revendre. Fait que j'avais le... Tu vendais quelle sorte de modèle? De tout le Porsche, Ferrari, Ford Cobra, Aston Martin. Puis la pub, c'était fondamental là-dedans aussi? La publicité, dans le temps, c'était les sites d'Auto Hebdo, puis les magazines. C'était des magazines imprimés avec de l'encre noire sur du genre de papier journal. Fait que j'avais plein d'annonces dans les magazines. Puis là, l'Internet a commencé à sortir. Fait que là, il y avait des sites
que les gens faisaient des recherches pour les voitures. Puis là, si les gens cherchaient des Porsche, j'en avais comme une quarantaine à vendre, des GT2, des GT3, des Twin Turbo, des 911. T'es un maniaque, mais tellement maniaque. Quand on dit que c'est un parcours de vie assez spécial, c'est que tu aimais les autos, puis tu dis, moi, j'aimerais ça. Puis ton père avait été coureur de stock car. Exactement. J'aimerais ça, pilote d'auto, puis pas n'importe quoi, là. Au niveau américain, l'Amérique du Nord, là, comment on appelle ça? La... NASCAR. NASCAR, voilà. Et tu deviens pilote? Exactement. Puis, à quel âge? ben, j'avais 37 ans. Quand même, c'est vieux pour un pilote. C'est un rêve qui partait de l'âge de 6-7 ans quand je vendais des T-shirts. Mais imaginez, ça a pris 30 ans avant que je réussisse à réaliser un rêve. Fait que ce que je partage le plus dans mes conférences, puis quand je partage avec les gens dans l'entrepreneuriat, c'est que les gens, ils veulent que tout se fasse tout de suite. Puis après 1 an, 2 ans, 3 ans, ils baissent les bras. Mais en général, une entreprise qui va avoir du succès, elle commence à être rentable après 5 ans. Mais imaginez, moi, j'ai persévéré pendant 30 ans avant de réussir à réaliser un rêve que j'avais à l'âge de 5-6 ans. Puis mon rêve, c'était de courir contre Richard Petty, qui était la voiture 43 STP bleu, blanc, rouge. Puis un hasard incroyable, quand je suis arrivé à Bristol, au Tennessee, pour faire ma première course dans le circuit américain. Mais comment tu as fait pour être accepté? Tu as payé? C'est parce que ça prend... Bien, dans le fond, il a fallu que je fasse... j'ai fait des courses de karting. Ensuite, j'ai gagné une course avec Ricard, qui est une grosse donc, tu as fait les ligues mineures, si on veut. Exact. J'ai commencé avec mineur. Après ça, la Stock Car canadienne. Ensuite, j'ai coursé en Formule Ford. Fait que toutes ces courses-là, mais ça m'a créé un bagage. Puis là, il faut tout envoyer des accréditations à Daytona, où est-ce qu'ils donnent les licences de NASCAR. Puis là, j'ai été approuvé pour la licence NASCAR Canada. Et tu as couru pendant plusieurs années? Bien, j'ai couru encore là, 2 ans. J'ai été au Grand Prix de Trois-Rivières. Puis, ça faisait 6 ans que je n'avais pas couru. Puis, on était environ une trentaine sur la ligne de départ. J'ai fini 9e au Grand Prix de Trois-Rivières. Fait que c'est vraiment inné en moi la parce que tu es bon pilote, mais ça te prend de l'argent quand même. Si tu n'as pas eu d'argent, les inscriptions, ça doit coûter des prix de fou. Bien, c'est très dispendieux, mais c'est d'aller chercher des sponsors. Puis en même temps... Encore les commanditaires. Encore des commanditaires. Tu l'as, la commanditaire. Moi, j'apprends avec toi, là, parce qu'on s'embarque là, dans les commanditaires. Il faut vous payer ça, cette affaire-là. Ben oui. Puis c'est la logique même. Exactement. Et justement, tu avais des trips d'auto, mais tu avais aussi un trip d'avion. Et là, tu t'es mis t'as dit, je pourrais piloter des hélicoptères, puis finalement, tu trouves un avion en Italie. C'est fou raide, là, ton affaire. Là. Ça n'a aucun rapport avec ce que tu fais, là. Non, du tout. Mais l'automobile, je me disais, bien, je pourrais devenir un distributeur d'avions au Canada. Fait que pourquoi pas? J'ai fait des recherches d'avions ultra sophistiqués. Puis là, j'ai trouvé cet avion-là, qui est la Black Shape Aircraft. Puis l'usine est à Monopoli en Italie, dans le bas de la bottine. Fait que là, ben, j'ai pris l'avion, je descends, j'ai appelé premièrement pour les rencontrer. J'ai réussi à avoir un rendez-vous. Je suis allé à Monopoli en Italie. J'ai rencontré les fondateurs, puis ils travaillent avec l'armée italienne. Ils sont sur les porte-avions italiens, puis ils servent de ces avions-là pour faire de la reconnaissance aérienne, la surveillance, parce que l'avion n'est pas si coûteuse que ça pour la performance. C'est un petit moteur qu'il y a là-dedans. Exact, c'est un moteur Rotax. Comme les skidoo? Un peu plus gros. Un peu plus gros, mais quand même, c'était des Rotax. Mais pas trop coûteux en opération. Puis en même temps, elle a des vitesses de pointe de 375 km/h pour les gens qui connaissent. Donc toi, tu voulais t'amuser à piloter ça, puis tu es devenu concessionnaire de cet avion-là. Exactement. Ouais. En Amérique du Nord. Oui, puis là, pour pouvoir avoir les avions ici, il fallait les importer de l'Italie. Fait que les avions arrivaient dans des containers, puis ils étaient dans un crate, les ailes étaient enlevées. Fait que nous, il fallait avoir un endroit pour recevoir les avions, pour les assembler, pour pouvoir faire la livraison. Fait que j'ai acheté un terrain à l'aéroport de la Chute, sur le coin de Bradford et l'aéroparc. Puis j'ai bâti 4 hangars d'avions. Puis là, on assemblait les avions
à cet endroit-là. Est-ce que tu es encore propriétaire de ça? Je suis encore propriétaire des hangars. Mais vends-tu encore de ces avions-là? Mais j'ai arrêté la vente des avions parce que la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de l'aviation, mais ils s'achètent, en parenthèse, ils appellent ça, dans le monde de l'aviation, des coucous. C'est des avions âgés, pas trop coûteuses. Ouais. Puis quand que les gens, c'est le temps d'investir pour un avion, une Black Shake à 350 400 000 $ mais il n'y a aucune institution financière qui veut faire du leasing un peu comme les voitures ou des jardins ou une institution financière qui finance les autos, mais les avions ne se financent pas. Il faut que les gens payent comptant. Fait que j'ai tout vendu l'inventaire des avions que j'avais rentré ici au Canada, mais j'en ai pas recommandé parce que je trouvais ça trop difficile, justement, le côté du financement pour les acquéreurs des avions. Alors, tu avais construit ça à Mirabel. Et à Mirabel, là, tu fais du développement. Tu as comme allumé que dans la construction, il y avait de l'argent à faire aussi. Puis il fallait le faire avec de la pub. Raconte-moi, comment tu commences à t'investir dans l'immobilier, si on veut? Bien, c'est un drôle hasard. C'est un malheur qui m'est arrivé. C'est le centre jardin que j'avais acheté en 91, mais il avait pris tellement d'expansion que j'étais rendu avec 65 machineries lourdes sur la route. Fait que c'était des camions 12 roues lettrés en gros, transport bonsaï. Puis là, le développement de Champfleury a commencé à envahir le pourtour du terrain où j'avais mon centre jardin. Puis là, les gens se plaignaient que mon centre jardin, qui avait presque fait tous les aménagements des gens au pourtour, mais que là, c'était bruyant, c'était poussiéreux, c'était dérangeant, les week-ends, tout ça. Fait qu'ils se plaignaient à la ville. Fait que là, la ville avait tellement de plaintes qu'elle me demandé de cesser mes opérations du centre jardin sur ce coin-là. Fait que j'ai racheté un autre terrain dans le parc industriel Centre de Laval, mais il fallait que je trouve une idée, parce que pour moi, c'était un méga échec de fermer mon centre jardin. C'était une grosse... C'était là-dessus, c'est ta base, toutes tes tripes autour, ça venait de ça. Là, exactement, c'était le cœur de toutes mes entreprises, mais là, ils me ferment mon centre jardin. Mais moi, pas de centre jardin, je suis plus capable de faire mes paiements mensuels de mes hypothèques. Puis en plus, il faut que je me rachète un autre terrain. Fait qu'il a fallu que je me vire de bord rapidement, mais je n'étais pas développeur immobilier ni constructeur. Fait qu'à force de poser des questions à des gens puis chercher des solutions, quoi construire, mais j'ai bâti le premier bâtiment édifice à bureau en bois lamelé collé. Fait que c'est des grosses poutres de bois, c'est des retailles de bois qui sont toutes collées les unes sur les autres. Puis ils réussissent à monter des grosses poutres. Puis là, j'ai fait un des premiers bâtiments de 2 étages. Puis quand je l'ai présenté pour avoir mes permis, le monde disait que tu es un malade, faire du commercial, le feu va pogner là-dedans. Mais les structures de bois sont aussi, même plus sécuritaires qu'une structure d'acier. C'est trempé dans toutes sortes de choses. C'est que c'est tellement compressé, le bois, qu'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'air. Fait qu'une poutre brûle seulement qu'à 1 cm à l'heure. À feu à haute densité. Là, tu étais un des premiers à utiliser ça ici au Québec? Pour faire du commercial. Puis là, ça m'a démarqué énormément dans le domaine de la construction parce qu'il y a eu beaucoup de couverture médiatique sur... Encore là? Tu t'assurais qu'il y ait cette couverture-là. Exactement. Tu pissais, comme on dit, à l'oreille des journalistes pour qu'ils parlent de tes affaires. Puis là, j'ai vendu vraiment rapidement ce bâtiment-là en condo. Puis là, après ça, j'ai commencé à faire de la construction résidentielle dans Blainville, Blainville-sur-le-Lac, Fontainebleau. Puis là, je faisais des maisons, mais avec des concepts vraiment originaux. Puis, j'utilisais des portes de garage vitrées pour mettre sur les maisons pour faire un look vraiment moderne, contemporain. C'est ça. Tu dis que tu es spécialisé dans le moderne à un moment donné. Exact. Puis, je dessinais moi-même les maisons, mais comme je faisais de l'aménagement paysager, je leur créais des environnements incroyables avec des bassins d'eau, des chutes d'eau, avec des piscines baignables, mais comme un étang. Puis là, je faisais des passerelles avec des ponts pour traverser la rivière, pour aller au sauna chaud, le spa froid. Fait que là, les gens, j'utilisais mes aménagements pour créer de la valeur à mes maisons. Fait que les gens qui voyaient ça, je me suis fait un nom dans la maison haut de gamme résidentielle. Puis là, j'avais plus de terrain à Fontainebleau ni à Blainville-sur-le-Lac.
Fait que j'ai été voir des gens qui avaient un terrain à vendre à Lorraine, en haut, dans le domaine de Château de Brisac. Puis c'est M. Roger Pilon qui ont fait le boulevard Roger Pilon à Pierrefonds en son honneur, vu qu'il avait presque développé toute la ville de Pierrefonds. Puis le monsieur, encore une fois, bien, il avait entendu parler de moi avec ma réputation de travaillant. Puis ce monsieur-là, il avait parti de rien, puis il avait bâti un empire immobilier. Je trouve ça le fun que tu dises ça de même, parce que tu pourrais nous dire, moi, j'étais tellement bon là, que c'est moi qui ai tout enfiroppé le monde. Mais non, tu me dis, c'est ma réputation parce que j'ai travaillé fort. Ce gars-là, il était au courant de ta réputation. Exactement. C'est fondamental. Je vous dirais que toute ma vie, puis ma carrière, puis même où ce que je suis aujourd'hui, est basée uniquement sur mon intégrité, puis ma réputation, puis le fait que j'ai passé ma vie à over-deliver. Puis même aujourd'hui, quand je construis des projets... encore, là. Bien là, on est en train de faire un bâtiment parce qu'on manque de logements à habitation. Mais moi, je ne développe pas du développement bas de gamme. Je développe milieu de gamme puis haut de gamme. Mais ce que ça fait, c'est que les gens qui habitent justement dans des bâtiments un peu plus vieux, plus délabrés, avec des loyers moins dispendieux, mais ça permet aux gens de... Ils libèrent leur maison. Ils libèrent ces logements-là. Ils viennent habiter dans mes habitations à moi qui sont plus luxueux, haut de gamme, avec extrêmement beaucoup de services. Puis ça crée de l'accessibilité à du logement abordable parce que je crée du plus fashion, plus luxueux. Puis les gens sont interpellés avec tout ce qu'on fait comme marketing, puis publicité, les photos, c'est ça, mais là, on parlait du centre, du reportage que tu as vu dans le National Geographic sur... tu étais jeune, là. Tu as vu ça sur la publicité, l'importance de la publicité. Puis là, tu es dans le Facebook puis toutes ces affaires-là. Là. Exactement. On est sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Tu as quelqu'un à temps plein? On a quatre personnes à temps plein qui travaillent à temps plein sur tous nos réseaux sociaux. On a environ une vingtaine de pages Facebook, 20 pages Instagram, 20 pages LinkedIn. Puis sur TikTok, on a un TikTok... Donc, c'est fondamental aujourd'hui. On ne peut pas se passer de ça. Je vous dirais que si tu n'es pas à l'affût, puis une structure incroyable sur le marketing, bien, tu ne peux pas percer parce que les gens, ils n'écoutent plus la télé. Là. On a la preuve. Vous êtes en train de faire un podcast. Mais... Quand même, la COVID a été importante. Là. Puis il y a plein de gens qui sont dans l'immobilier qui redoutaient le pire. Ils disaient, bon, la COVID est arrivée, on ne vendra plus ce final bâton. Alors qu'au contraire, ça a été une explosion, ça. Bien, je vous dirais que quand que la COVID a débuté, on était tous en dépression. On était tous dans l'inconnu, l'inquiétude. Même moi, j'ai passé proche de faire un burn-out au début parce que j'étais une personne ultra... hyper active, je suis tout le temps en train de chercher des idées puis vouloir faire des nouveaux bâtiments, des nouveaux concepts. Puis là, bien, du jour au lendemain, je deviens prisonnier de la pandémie puis ils m'enferment chez nous. Fait que j'étais sur le bord d'éclater. Je ne savais plus quoi faire de ma vie puis de ma peau. Puis là, bien, ils ont commencé à nous libérer. Puis là, je me suis dit, il y a tellement de gens qui m'ont sollicité soit par LinkedIn, Facebook, les SMS, téléphone. Tu vois ça comment? Comment est-ce que tu penses qu'on va s'en sortir? Tous les commerces étaient fermés. Les locataires ne me payaient plus les loyers. C'était dramatique. Puis là, je me suis dit, justement, vous en avez parlé tantôt, dans le temps de la guerre, tous ceux qui avaient fait le plus de bruit puis qui avaient fait du marketing, c'est eux qui s'en ont le mieux sorti. Puis là, ça m'a popé dans ma tête, puis je me suis dit, je vais faire de la pub comme jamais j'en ai fait. Même s'il ne se passe rien, en principe. Même s'il ne se passe rien. Puis là, j'ai remarqué que les gens, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est d'être sur les réseaux sociaux enfermés à la maison. Fait que les gens étaient beaucoup sur Facebook, beaucoup sur Instagram, beaucoup sur LinkedIn. Puis là, je me suis dit, si au lieu de mettre 1 $ de budget, mais je vais en mettre 10. Fait que je vais aller chercher 10 fois plus de visibilité, mais c'est pas ça qui est arrivé parce que vu que personne ne faisait de pub, Facebook, au lieu de charger 30 sous, admettons, du clic ou du vu... Ils ont baissé leur prix. Mais ils ont baissé leur prix parce qu'il y avait moins de gens qui faisaient de la publicité. Fait que mon 1 $ que moi, j'en ai mis 10, parce qu'avant, j'étais capable
d'avoir assez d'achalandage avec mon dollar. Mais là, j'avais tellement la chienne, puis je voulais tellement vendre mon inventaire que je montais à 10, mais j'avais pour 100 pour mon 10 Ouais, beaucoup plus beaucoup plus, qu'autrefois. parce que là, au lieu de payer 30 sous du clic ou du vu, mais on avait la même clic, le même vu pour des 2 sous, 3 sous. Donc, l'offensive pendant la crise, ça a fonctionné. Ça. Incroyable. Les gens ont acheté. Ça a été... Ben, on ne savait pas quoi dépenser. Alors. Exact. Fait que les gens, ils voulaient changer de maison. Ils étaient écœurés de voir leur maison. Fait qu'ils voulaient avoir une plus grande maison, une plus grande cour. On a vu des pénuries de bois parce que les gens construisaient trop, puis les usines, mais ils produisaient moins. Ça a de fou, là, à un moment donné. Ça a aussi créé l'inflation parce que les gens étaient prêts à payer plus cher 2 par 4 vu qu'il y avait moins de production. Puis là, mais les compagnies ont abusé de nous tous. Dans le fond, ils ont monté leur prix. Ouais, ils ont vraiment abusé. Là. Dans le bois, ça n'avait pas de bon sens. C'était ridicule. Mais dans tout, dans le fond, c'est pour ça que les épiceries, on les entend... Ben oui, j'ai entendu un spécialiste il n'y a pas longtemps en alimentation. Il disait, écoutez, si vous arrivez puis vous voyez du poulet là, qui, d'après vous, il coûte un prix de fou, achetez-le pas. Parce qu'à partir du moment où vous l'achetez, vous encouragez le vendeur de poulet à vous le vendre ce prix-là. Exactement. Mais ça a créé justement l'inflation parce que les gens ils ont vu qu'on consommait quand même puis qu'on achetait du poulet trop cher. Puis, d'un sens, ils disaient qu'ils montaient les prix à cause de la pandémie, mais là, ils étaient pris dans leur jeu parce que toutes les compagnies d'alimentation sont à la bourse. Fait que les états financiers sont publics. Ouais. Mais là, au lieu de faire du 10 ou du 15, ils faisaient du 35-40 de marge de profit. Fait que d'un côté, ils se vantent à leurs investisseurs qui leur donnent du bon rendement. Puis de l'autre côté, ils pleurent à nous, les consommateurs, qu'ils sont obligés de monter. Le gars de l'Aube, là, qui est à ta télévision, puis qui voulait, il voulait nous aider. Là, il a gelé les prix pendant 1 mois et demi, là, puis après, il avait donc fait un effort. Bon, c'est de même, ça marchait. Mais quand même, ce développement-là, ça a l'air idyllique, là, à raconter de même. Mais c'est compliqué de développer au Québec. Là. La bureaucratie est lourde. C'est pas parce que tu dis, tiens, j'ai un terrain, là, je vais me mettre des bâtisses là, ça se fait pas les doigts dans le nez. Puis là, on est en pénurie de logements, puis les bâtisseurs, ils se disent... quand on leur demande pourquoi vous ne construisez pas, ils disent oui, mais il y a trop de modalités, c'est trop lourd. C'est vrai, ça? Bien, c'est plus que vrai parce que là, j'ai le projet de la Cité de Mirabel, puis il me reste un terrain pour faire un bâtiment de 15 étages qui est 170 unités. Je suis en train de faire mon dernier bâtiment locatif qui est Espace W de 336 unités. Puis après ça, il me reste un autre terrain pour faire mon parc aquatique que je rêve de faire depuis plusieurs années, parce que je suis un fanatique des centres d'attraction puis de Disney. Puis pour moi, ça a été... je me suis accroché à toutes les attractions que M. Walt Disney a fait. Puis, je veux absolument faire un parc aquatique, mais après ça, je ne veux plus faire de développement parce que la direction de la société est en train de m'épuiser mentalement. Ah ouais? J'ai même plus le goût d'acheter de terrain puis de faire du développement parce que tu achètes un terrain, il est zoné pour faire, exemple, de la haute densité. Puis là, on fait de la haute densité pour répondre, dans le fond, à réduire l'étalement urbain parce que l'étalement urbain emmène de la pollution, des GES, réchauffement climatique. Fait que les gouvernements veulent qu'on densifie, on densifie, puis à cause qu'on densifie, maintenant, il y a une nouvelle taxe que les villes nous chargent en plus des permis. Je vous donne un exemple. Le 700, j'ai payé, il y a 3 ans, environ 40 000 $ pour avoir mon permis pour faire un 243 portes. Puis aujourd'hui, Espace W, pour faire 336 portes, ils vont me charger environ 1 million de dollars pour faire 336 portes. Puis ça, c'est la densification, c'est-à-dire qu'on construit plus par en haut là, pour être tout d'un moton. Bien, dans le fond, il faut créer des concepts qui vont interpeller les gens. Fait qu'il ne faut pas juste construire pour construire. Il faut emmener un concept, un environnement avec des services, des piscines, gym intérieur, des centres de coworking où ce que les gens peuvent sortir de leur condo pour aller faire du télétravail. Mais là, on emmène des projets denses qui est demandé par le gouvernement, puis les villes nous surtaxent pour réussir à améliorer des services municipaux,
les égouts, l'eau, les routes, mais c'est nous qui est pénalisé parce que dans le fond, on paye entre 2 et 4 000 la porte. Il y a des villes qui chargent jusqu'à 4 000 pour faire du projet de densification. Puis la mairesse qui a décidé de cogner au gouvernement pour monter en hauteur. Ouais. Puis là, ben, elle a emmené encore une nouvelle taxe pour pouvoir faire de la densification. Fait que c'est pas mieux. Elle veut qu'on densifie, puis elle veut taxer plus encore là-dedans. Chaque étage qui est, admettons, un terrain est zoné 8 étages, mais le sol le permet, on peut faire 16 étages, mais les 8 étages supplémentaires, bien là, la ville va vouloir taxer un montant d'argent pour chaque unité Et supplémentaire. pourtant, avec la pénurie de main-d'œuvre, tout traîne, mais il y a la pénurie de logement qui est surtout fondamentale. Si tu as du monde prêt à travailler puis des gens prêts à initier un projet, il faudrait qu'on les fasse si on veut, si on veut des maisons puis des... Exact, mais il n'y a pas d'incitatif qui encourage les entrepreneurs. C'est plus compliqué qu'avant? Ah, c'est plus que compliqué. Parce que là, il y a une vie là, qui est résumée là-dedans. Là. Au début de la vie, ça a l'air à... Tu sais, on construit, on construit. Bien, c'est difficile. Plus qu'avant. Avant, c'était difficile, mais maintenant, c'est tellement difficile que j'en ai un écœurantite aigu. Ah ouais. Puis je me fais offrir des terrains à tous les semaines, puis j'en achète plus parce que j'ai trop peur que les frais soient trop exorbitants, puis qu'à un moment donné, c'est le consommateur que nous, on veut louer une unité de condo ou qu'on veut vendre un condo. Si en amont, les frais sont sont peut-être justifiables parce qu'ils veulent s'en servir pour faire des rues, mais c'est nous qui le payons au départ. Mais après ça, il faut le recharger aux consommateurs pour réussir à les amortir. Mais si les 8 étages en haut coûtent plus cher que les 8 étages en bas, il n'y a pas plus de rues, il n'y a pas plus des coûts. Je veux dire, c'est par en haut. Exactement. Puis on réduit l'étalement urbain, on réduit le réchauffement climatique. Fait que d'un côté, on répond à plein de choses qui protègent l'environnement. Puis de l'autre côté, bien, c'est dur de réussir à faire des projets à cause de tous ces coûts exorbitants-là, les délais qui sont causés par le CIU, le PIA, les conseillers municipaux qui ont leur mot à dire, la direction de la ville elle a son mot à dire. Fait qu'il y a trop de chefs, puis ça fait qu'on est bloqué à un. Là, on réussit à passer ce blocage-là, on emmène des solutions. Là, on arrive à une autre étape, on arrive encore avec des obstacles. Fait qu'à un moment donné, le terrain que tu as acheté qui vaut 10 millions de dollars, mais la banque, elle n'arrête pas de te charger 8-10 d'intérêt. Parce que quand tu es développeur, aux yeux des institutions financières, mais le taux hypothécaire, il est plus haut. Parce qu'eux autres, ils se disent, on va charger plus. Tu es à risque, tu es un développeur. Fait que nous, on prend des risques avec toi, fait qu'on te charge plus cher. Fait que si tu supportes le terrain pendant 3, 4, 5 ans avant d'avoir un permis, mais pendant 50 ans, tu payes des taxes à la ville, taxes municipales, taxes scolaires, tu payes les intérêts, puis là, à un moment donné, tu réussis à avoir ton permis après 6 ans, mais tu es déjà endetté de frais de 2, 3, 4 millions de dollars, tout dépendamment de l'ampleur du projet. Puis donc, le projet, il va coûter plus cher, puis le consommateur va l'acheter, il va payer plus cher. Exact. Ou le constructeur va faire banqueroute. On en a plein dans les derniers 6 à 8 mois qui ont fait des faillites de 1 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars. On ne parle plus de millions, on est dans les milliards de dollars. Avis à ceux qui décident, je trouve que c'est le rôle. On entend Trudeau, on entend Legault, on entend Poilievre aussi qui fait une campagne, il est parti là-dessus. C'est bien beau de dire « Ah, ça n'a pas de bon sens, puis on manque de logement ». Il faudra qu'on raisonne. Il faudrait peut-être faire des états généraux pour faire le ménage là-dedans. Là. Quand tu dis que tu as un tas de fonctionnaires qui se renvoient la balle, puis ça zigonne, je pense que c'est ça qui est le nœud du problème. Je voudrais qu'on parle, parce que dans le livre, il y a les 5 pires conseils que j'ai jamais reçus. Et le premier, ça a été « retourner à l'école ». Pourtant, on dit à nos enfants, allez à l'école, puis tu dis non, parce que tu as arrêté quoi en secondaire? Secondaire 1. Secondaire 1. Et tu dis qu'on t'a souvent donné ce conseil-là, puis tu as dit non. Bien, moi, ça ne fonctionnait pas avec moi, parce que je suis une personne hyper active, ultra travaillante. Puis, l'école, je dirais que c'est super important, parce que j'ai des enfants moi-même, puis sont à l'université, mais ils vont à l'école pour aller chercher
de l'information académique, aller chercher un talent que moi, j'ai pas eu. Par exemple, comme mon fils, il veut être CPA, ma fille, elle est étudiante en TI. Fait qu'eux, ils vont avoir une coche d'éducation en haut de moi, mais sont aussi travaillants que moi. Fait que ça va faire qu'ils vont me dépasser dans le temps. Ils vont embarquer dans le business? Ils s'en viennent les deux travailler avec moi, puis sont ultra travaillants. En ce moment, ils font l'université, ils travaillent les jours qui n'ont pas de cours, ils s'en viennent automatiquement travailler au bureau. Quand ils ont des semaines de relâche, ils viennent travailler au bureau. Puis le week-end, ils font des portes ouvertes au 700 puis au projet Il y a Espace un papa Ouvrier. dans le nez, c'est ça. Exact. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être entrepreneur. Je comprends. Tu veux dire, pour moi, c'était pas la solution, mais tu ne prônes pas ça pour tout le monde. Non, parce que pour être entrepreneur, il faut que tu sois prêt à faire énormément de sacrifices. Exemple, comme aujourd'hui, ma fête, c'est le 14 février, j'ai eu 54 ans, mais je travaille encore de 6 heures le matin, aller à 9, 10, 11 heures le soir. Puis le week-end, je fais encore des réseaux sociaux, je communique avec l'équipe de location, je m'occupe des projets. S'il y a un pépin, bien, c'est moi qui va au front, qui va les régler. Fait que, en général, je suis tout le temps en train de travailler entre 60 et 90 heures par semaine, mais il faut être prêt à faire ces heures-là. Sans ça, tu ne peux pas être entrepreneur. L'autre conseil que tu es content de ne pas avoir suivi, investir mon argent à la bourse. Moi, surtout que j'ai un peu d'économie, si tu veux que je fasse avec ça, là, comme citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre argent? Bien, moi, je dirais que vous pouvez vous acheter, il y a une pénurie d'environ, tout dépendamment des médias qu'on lit, près de 1 million d'unités d'habitation, de location. Fait que tout le monde pourrait investir dans acheter un condo, acheter un triplex, acheter un 12plex, mais les gens, ils ne veulent pas prendre le risque parce qu'ils sont dans une zone d'inconfort, mais il y a plein de... Alors qu'à la bourse, il y a du risque quand même. Tu Bien, sais, ça bien des années à 10 puis il y a d'autres années, tu as 2 Exact. Moi, j'ai entendu plus d'histoires d'horreur à la bourse que d'histoires à succès pour des gens proches de moi ou de la région. Fait que pour moi, ça ne m'interpellait pas du tout, du tout. J'aime mieux prendre mon argent, l'investir, puis faire 90 heures, puis la faire fructifier. Autre conseil que tu n'as pas suivi, tout vient à point à qui sait attendre. On peut merger ça avec demeurer prudent. Alors, il faut oser, là, dans le fond, c'est ce que tu dis. Exact. Comme j'étais en train de vous expliquer, les gens préfèrent travailler 40 heures semaine, puis passer du temps à la maison, écouter la télé, écouter des soaps, mais ça n'amène pas d'argent au moulin. Fait que les gens pourraient risquer, dire oui, je connais pas ça, mais je vais m'informer à quelqu'un que je connais qui a un triplex, qui a un sixplex, qui a un condo. On n'est pas obligé d'avoir des bâtiments de 50, puis 100, puis 200 portes. Les gens peuvent commencer dans le bas de l'échelle, mais les gens font pas le saut, puis ils veulent pas s'investir. Est-ce que c'est un trait de caractère des Québécois, ça, ou si c'est normal? Je veux dire, est-ce que, je sais pas moi, l'Américain moyen, penses-tu comme nous autres, là? Moi, je dirais que c'est partout. Partout dans le monde. Hein? Ouais, je pense que c'est comme un réflexe. Quand on fait un... Là, tu as les meilleures raisons d'être entrepreneur. C'est quoi le fun d'être entrepreneur? Parce que c'est une vie tellement éclatée que la tienne, parce que tu as épousé 100 000... moi, je vous dirais que ça m'emmène de l'adrénaline, ça m'emmène des relations, des contacts. J'ai appris plein de métiers en travers le fait d'être entrepreneur parce que quand je ne sais pas faire quelque chose, mais je regarde autour de moi, puis quand je vois quelqu'un a du talent dans un domaine, mais je vais aller le rencontrer, je vais discuter avec, puis je vais faire des recherches sur les réseaux sociaux, puis je vais aller m'informer, m'éduquer. Tu as compris la construction, tu as compris le financement, tu as compris toute l'affaire, là. En faisant... Les avions, comment ça va, les autos. De la lecture sur des sujets, sur les réseaux sociaux. Google, ça a été mon meilleur professeur dans toute mon existence de ma carrière d'entrepreneur. Tout ce que je veux apprendre, tu vas sur Google, puis tu demandes une question, il te sort des articles, tu vas lire là-dessus. Puis là, d'un article à un autre, mais tu t'informes, tu creuses plus loin. Puis c'est comme ça que j'ai appris à faire des édifices de 15 étages de 100 millions, 200 millions de dollars. Comme là, le projet qu'on est en train de faire, à l'ultime, quand il va être
rempli de locataires, mais la valeur économique peut atteindre 150 millions de dollars. C'est une satisfaction quand tu vois ta bâtisse, tu dois dire, hey, c'est moi qui ai fait ça, non? Bien, avec l'équipe, avec toutes les Je gens, comprends, mais tu sais, tu dis. le marketing qui est autour de ça, les images, le concept, les idées, tout est important dans le fond parce que les gens recherchent un endroit où ils vont se sentir bien, qui vont être heureux. Fait qu'il faut créer un peu comme on voit les bateaux de croisière. À chaque fois qu'ils en construisent un nouveau, ils sortent des nouvelles idées, nouveaux services, nouvelles couleurs, plein de choses. Mais nous, on se casse la tête tout le temps pour en faire plus, emmener plus, puis que les gens vivent des émotions juste en regardant les images, puis qu'ils aient envie de venir visiter le week-end ou la semaine. Puis après ça, de dire, bien, on vend notre maison, on va être mieux dans un condo, on va profiter de la vie, on va avoir tous les services, le gym, la piscine, le spa, le sauna, puis de la liberté, plus besoin de tondre la pelouse, plus besoin de passer la tondeuse ou la souffleuse. Moi, je dirais, là, après avoir lu ton livre, puis on vient de jaser, là, que, et puis je pense qu'on devrait tous se définir un peu comme ça, mais on a de la misère. Il faut se réinventer dans la vie. Et puis, particulièrement les jeunes, ça va être encore plus important pour les jeunes avec le développement de l'intelligence artificielle. Tu parlais tantôt des réseaux sociaux, puis tout ça. Mais ça explose tellement que la job qu'ils font aujourd'hui, probablement, elle n'existera plus dans 10 ans. Il y a des fortes chances. Puis si ils sont fermés sur leur sécurité d'emploi, ils vont dire, moi j'ai mes avantages sociaux ou quoi que ce soit, je veux dire, ils vont avoir de la misère avec l'avenir. Donc la réinvention, toi, tu l'as comprise avant aujourd'hui, mais quand même, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Oui. Écoute, Ray, ça a été un grand plaisir de t'avoir merci ici. beaucoup. C'est très inspirant. Et puis, y a-tu des gens qui pourraient lire ton livre? Bien sûr, bien, après 18 mois, il est devenu un best-seller. Ah ouais? Là, les gens peuvent le commander sur Amazon, partout sur les sites Internet ou dans tous les libraires du Québec, il est disponible. Puis aussi, les gens en Europe, il est disponible aussi. Il se vend là-bas aussi? Oui, exactement. OK, elle s'appelle Le Bâtisseur Visionnaire. Merci beaucoup. Bien, merci. Bye. Ça me fait plaisir, merci.